Et voilà, nous sommes de retour ici donc pour cette journée exceptionnelle voulue par le MEDEF au cœur de Viva Technologies. Première journée ici à la porte de Versailles, à Paris. De retour après cette pause déjeuner, on a été très bien reçus par le mouvement des entreprises de France avec tous leurs partenaires. Tech en Talk ou Tech Éthique, voilà, tous engagés pour une innovation responsable. C'est la thématique de cette REFNUM. Vous continuez d'ailleurs à nous suivre sur le hashtag REFNUM22, justement, avec depuis ce matin 5 heures de programme, de table ronde, d'échanges, de dialogue, de retour d'expérience avec les meilleurs experts, les meilleurs acteurs de l'entreprise, acteurs publics également, donc autour de cette tech responsable. Et pour redémarrer, eh bien, cet après-midi, j'ai le plaisir d'accueillir Monsieur Geoffroy Roux de Bézieux, le président du mouvement des entreprises de France. Bonjour Geoffroy Roux de Bézieux, merci beaucoup de nous accueillir sur ce stand avec tous vos partenaires, je le disais. Le mouvement des entreprises de France qui, durant cette campagne électorale, la présidentielle notamment, a fait en sorte de remettre l'économie au centre des débats. Ça manquait parfois. À essayer, pour être essayer, très bien. Voilà. Ça n'a pas été simple. Hein. Bah oui, non, mais enfin, en tout cas, l'initiative était là. Le gouvernement est constitué, en tout cas, dans la première configuration. On verra ce qui va se passer dimanche, bien entendu. Et le numérique, il est où dans tout ça? Alors, évidemment, vous me tendez la perche. Bonjour à tous. Pas de secrétaire d'État au numérique. C'est quand même pas un bon signal. C'est un peu comme l'absence du ministre du Logement. Alors, il ne faut pas juger uniquement la structure ministérielle. Vous savez qu'en France, c'est les administrations aussi qui comptent. On peut dire aussi que Bruno Le Maire était là ce matin, en même temps que moi, pour faire le tour de Vivatech. Mais néanmoins, on sent quand même que, au fond, ce qui n'a pas enclenché dans le pays, c'est la numérisation, j'allais dire, de toute l'économie. Ce qui fonctionne bien, c'est ce qu'on a devant nous, enfin que vous ne voyez pas à l'écran, mais c'est les licornes, c'est le top du CAC 40 qui est présent ici, c'est l'élite de nos écoles d'ingénieurs, et tous ces gens, ils ont basculé depuis longtemps dans, j'allais dire, dans un autre univers, non, pas dans le métavers, mais dans une numérisation de l'économie. Mais ce qu'on voit, nous, au quotidien, c'est qu'il y a une partie de la population qui n'enclenche pas, qui n'embraye pas. Et puis, il y a une partie des entreprises aussi, c'est un peu les mêmes d'ailleurs. Hein. C'est parfois les employés de ces entreprises. Et donc là, on a un sujet parce que l'économie de demain, c'est l'économie de la connaissance. Les facteurs de compétitivité d'un pays, bien sûr que les impôts de production, etc., je ne vais pas vous faire le couple MEDEF, mais il y a aussi le cerveau. L'acculturation globale de la population, le niveau moyen de la population est très important. Nous, on produit 40 000 ingénieurs par an qui sont de très très bonne qualité. Vous le savez, hein, il y a pas loin de 60 000 ingénieurs français en Californie. Mais au fond, ça ne suffira pas. Et ce qui compte, c'est la compréhension du monde moderne, pas seulement des maths, hein, de la science. Tout le monde n'a pas besoin d'être programmeur, mais tout le monde doit comprendre comment un programme fonctionne. Et ça, on est vraiment... là, je pense qu'il y a un effort collectif qui ne doit pas être partisan d'une certaine manière. C'est un sujet pour Madame Le Pen comme pour Monsieur Mélenchon. Ah, ouais, bon, passons. L'économie de la connaissance, vous nous dites Geoffroy Roux de Bézieux. Évidemment, il faut des personnels bien formés. Vous avez parlé des mathématiques. La connaissance, l'apprentissage des maths. Est-ce que le compte y est, franchement, en France ? Non, alors on a un peu contre notre gré d'ailleurs lancé cette petite polémique puisque dans le programme MEDEF on demandait le retour d'un enseignement mathématique obligatoire puisque avec la réforme qui a été portée, oui, il y avait des options et que malheureusement beaucoup de jeunes et en particulier de jeunes filles n'ont pas pris l'option maths. Alors, il faut bien comprendre que quand vous demandez à 80 ou à 100 gamins de 5e, en l'occurrence de seconde, pardon, est-ce que vous voulez faire des maths? Je connais la réponse. Voilà. Moi, juste pour l'anecdote, sur Twitter, quand on a lancé ce truc-là, j'ai pris des plombées de commentaires. Ouais, on m'a obligé à faire des maths pendant des années, etc. Oui, bon, moi j'aimais plutôt les maths. Il y a pire comme polémique sur Twitter. C'est plutôt je une polémique vous le confirme. saine. Voilà. En ce moment, là, depuis mon interview ce matin, ça chauffe bien, donc tout va bien. Mais le sujet n'est pas là. Le sujet est que
l'économie moderne, l'économie de la connaissance, elle est, je vais prendre un anglicisme, elle est science-based. C'est-à-dire qu'il y a quelques fondamentaux qu'on doit posséder. Je vais raconter une anecdote qui m'a quand même beaucoup frappé. Je rencontre dans je ne sais plus quel événement familial un type qui est prof en licence d'éco et qui me dit il y a une petite moitié de mon cours d'éco qui ne maîtrise pas complètement la règle de 3. Alors là, ça fait quand même un peu froid dans le dos, quoi. Bon, les classements PISA, on peut discuter, hein, les classements. C'est comme l'arbitre au rugby, il est toujours contre nous. Mais enfin, à un moment, quand on perd 5 matchs, voilà. C'est un peu le même principe. Tous les classements font que on régresse. Donc, il y a un truc à faire. Et soyons justes, hein, ce n'est pas du tout la faute de Jean-Michel Blanquer. C'est 30 ans d'appauvrissement, d'un système d'éducation qui ne fonctionne plus, ou pour autant, on dépense plus d'argent que les autres. Mais je vais citer un chiffre. Alors, je ne suis pas un spécialiste de l'éducation nationale, mais dans l'éducation nationale française, il y a 60% de personnel facing qui sont face aux élèves, 40% qui sont administratifs. En Allemagne, c'est 80-20. Comme dans l'hôpital. Hein. Le surcroît de budget génère de la bureaucratie. D'ailleurs, entre nous, on le vit tous dans nos entreprises. C'est bien hein, que la tentation, c'est toujours de recruter un gars de plus pour diviser le travail par... Voilà, bon. Donc, c'est difficile. Pour moi, la seule solution, c'est ce que j'ai dit au président hier, c'est qu'il faut expérimenter, décentraliser. Vous ne réformerez pas l'éducation nationale depuis Bercy, depuis Grenelle, etc. Par contre, ce qu'il a fait à Marseille, enfin ce qui est annoncé à Marseille, et pour l'hôpital, c'est pareil. Tech en toc, tech éthique. C'est drôle, hein, j'aime bien ça, justement, là, tous engagés pour une innovation responsable. On connaît, on est plutôt sur le tech éthique. Vous y croyez, franchement, Geoffroy Roux de Bézieux, c'est pas que de la com, c'est pas que du marketing? Vous savez, c'est comme tout, c'est comme la langue d'Ésope. Ça peut devenir la meilleure chose ou la pire chose du monde. Et donc, Facebook sert aussi bien à sauver des vies dans des circonstances extraordinaires parce qu'on met un post et brusquement on trouve, je sais pas quoi, un donneur, etc. Et sert aussi à des criminels, à des pédocriminels, etc. Et c'est pas dans une entreprise, c'est ce que vont en faire le dirigeant et les actionnaires qui conditionnent l'éthique. Donc oui, la tech est un formidable, pardon, je vais utiliser un autre anglicisme, enabler pour le bien. Vous savez, le forum Tech for Good, il y a des choses derrière. Mais aussi, et on le sait, le dark web, ça existe. Hein, donc il y a il y a le good web et le dark web. C'est pareil. Donc oui, et la tech doit être éthique. Ce qui est vrai aussi, c'est que on arrive à un âge où il y a des technologies qui peuvent être un peu orwelliennes. Et que, comme on est dans un grand combat géostratégique entre, au fond, la démocratie à l'occidentale, la liberté, et puis les régimes autoritaires, l'utilisation de technologies de type reconnaissance faciale, etc., on voit bien où ça peut mener. Et que l'Europe veuille faire une tech différente, une tech plus éthique, me paraît une bonne chose. Et en tout cas, le MEDEF soutient ce type de choses. Et la France, enfin dans tous les débats que j'ai pu mener ce matin avec tous vos invités, Geoffroy Roux de Bézieux, il y avait quand même un enthousiasme et montrer que la France était proactive, leader quelque part, et les régions françaises, spécialement parce que vous avez parlé des régions. Je vais prendre un exemple, hein, le RGPD, qu'on a pu critiquer parce qu'il était compliqué à mettre en place. On l'a soutenu au MEDEF. Christian Poyot, président de la commission numérique, a accompagné les entreprises parce que c'est vrai que dire on ne peut pas faire n'importe quoi avec les données des gens, c'est un sujet citoyen, éthique. Et il faut qu'on arrive à inventer, alors je parle de l'Europe plus de la France, mais un web et une technologie qui soit propre à l'Europe, avec des règles éthiques qui ne sont peut-être pas les mêmes, parce qu'on n'a pas exactement le même capitalisme non plus. Donc voilà ce qu'on essaye de positionner, permet aussi d'avoir des acteurs européens avec un comportement un peu différent des acteurs anglo-saxons, américains ou chinois. J'ai une question également, alors un peu philosophique ou pas, je ne sais pas. Vous avez évidemment souligné le numérique, vecteur de croissance, vecteur de progrès, on l'a dit ce matin encore, vecteur d'aménagement des territoires, bien entendu. C'est quoi le rapport des Français au progrès?
Alors, c'est un sujet qu'on étudie très régulièrement, puisque la commission qui est présidée par Anne Lauvergeon, que j'ai vu tout à l'heure au cocktail, mais qui est peut-être pas très loin, fait un sondage depuis 3 ans maintenant sur les rapports des Français au progrès. Alors, il y a du bon et du moins bon. Le moins bon, je vais commencer par la mauvaise nouvelle, c'est qu'on est quand même le pays en Europe qui a le rapport le plus compliqué au progrès. Faire toujours attention de ces comparaisons européennes parce qu'il y a des sujets de vocabulaire. Les mots ne se traduisent pas toujours avec les mêmes nuances. Mais on est quand même le pays de Pasteur, le pays de Descartes et le pays de l'Europe des 27, ou peut-être pas de 27, mais des grands pays d'Europe, qui est le plus inquiet. Mais la bonne nouvelle, c'est que depuis la pandémie, on a fait beaucoup de progrès. Et là, il y a une réponse simple, c'est que les Français, qui ne sont pas plus bêtes que les autres, se sont dit, en 2 ans, le monde scientifique, par coopération mondiale, met en place 3 vaccins qui fonctionnent. Parce que oui, il y a des anti-vax, mais enfin, bon. Quand on a d'un côté, pardon de le dire comme ça, le professeur Raoult et ses cachets foireux, et des gens sérieux, scientifiques, qui coopèrent, bah, la science, le progrès, c'est good for me. C'est-à-dire qu'ils ont vu, au fond, la différence entre le côté monstre froid, lointain, Big Brother, que parfois la science peut donner, et puis le côté, qu'est-ce que ça fait pour ma vie à moi? Et ça me permet de continuer à avoir une vie de tous les jours. Et petite parenthèse, je serais curieux de savoir si on interrogeait les citoyens russes ou les citoyens chinois. Bon, on n'est pas tout à fait dans le même modèle, donc on ne peut pas leur poser les questions, mais parce qu'eux, ils ont des vaccins qui ne marchent pas. Et c'est là où la liberté d'entreprendre, la concurrence, la saine stimulation entre plusieurs acteurs privés avec de la stimulation de l'État fonctionne. Pour moi, cette histoire de vaccin, c'est une formidable démonstration de la force de l'économie de marché. Et du progrès, puisque si on se replace en 1919, grippe espagnole, pas de vaccin, des millions de morts, etc. On a eu des morts, évidemment, mais on a évité bien plus grave. Il reste encore un petit peu une petite réticence vis-à-vis du numérique, hein, toujours la crainte d'être fiché, espionné, etc. Même si ça va mieux, c'est ce que nous disaient ce matin nos intervenants, mais il faut continuer à convaincre, à raconter, surtout que les outils numériques se développent, et on l'a vu avec le télétravail, on confie de plus en plus de matériel. Il y a deux refus par rapport au numérique. Il y a les exclus du numérique, souvent des personnes âgées ou des gens qui n'ont pas fait d'études, qu'il faut aider. Et puis il y a effectivement un petit côté complotiste, partiellement complet, mais parfois vrai. La reconnaissance faciale, c'est très dangereux. Oui, c'est un outil qu'il faut complètement cadrer. Vous l'avez dit vous-même. Le MEDEF, en tout cas celui que je préside, est un MEDEF qui accepte la régulation. Ouais. L'économie de marché, c'est pas la jungle. Et quand il y a des nouveaux outils, on a besoin de règles. On a besoin de règles qui soient les mêmes pour tout le monde, pan-européennes, soient simples à comprendre, simples à appliquer, qui ne changent pas. Mais on a besoin de règles. On ne peut pas laisser simplement des individus décider. Pour ça, vous voyez, je prends un exemple qui est un peu périphérique, mais moi, voir Elon Musk qui rachète Twitter, je pense que ce n'est pas une bonne idée. C'est quoi votre argument principal? Mon argument, c'est que Twitter est devenu un outil d'information. Oui. Ça n'est plus une entreprise privée au sens... et c'est typiquement un truc qui devrait aller dans une fondation. Or, Musk, que par ailleurs j'admire énormément, est un garçon qui a des idées politiques et qui veut se servir de Twitter pour les propager. Je pense que ce n'est pas une bonne idée. Parce que c'est un média... S'il y avait 15 Twitter, il n'y aurait pas de souci. Parce qu'il y aurait une concurrence et la pluralité de l'opinion. Je n'ai évidemment pas de problème parce que des intérêts privés, des actionnaires privés possèdent des médias. Ce n'est pas un sujet à partir du moment où vous avez l'Humanité et le Figaro. Ou ce que vous voulez. Mais à partir du moment où il n'y a qu'un seul Twitter et qu'il y a un algorithme... Parce que, pas oublier quand même que Twitter, comme tous les réseaux sociaux, a un algorithme. Ouais, bien sûr. Et que c'est l'algorithme qui vous présente les tweets qui peuvent vous intéresser et qui vont forger votre opinion. Ça n'est pas un média neutre. Ça n'est pas une vitrine. Et on revient sur la question du pluralisme à la chinoise ou à la russe. La tech a besoin d'éthique, a besoin de réglementation, a besoin d'acteurs. In fine, si on va un cran plus loin, là, vraiment pour faire de la philosophie, c'est aussi l'éthique des individus. C'est-à-dire, c'est l'éthique personnelle de Zuckerberg, c'est l'éthique personnelle de Elon Musk ou de Xavier Niel chez nous qui déterminera le monde de demain.
Et de l'éthique de l'utilisateur aussi lui-même, aussi, probablement, bien sûr. Qu'il faut éduquer. Ah, bien sûr. Éducation aux réseaux sociaux à l'école, ça me paraît une matière plus importante, même si j'ai fait du latin, que le latin ou le grec ancien. Ouais. On applaudit très très fort M. Merci. Geoffroy Roux de Bézieux, s'il vous plaît, le président du mouvement des entreprises de France qui organise cette REF numérique ici à Vivatech. On va se retrouver dans une minute. À tout de suite.